En plus, le gars qui avait racheté le club, c'est un mytho. Enfin, je ne sais plus s'il est toujours, mais il était mytho. Tout ce qui finit en haut, il nous a tous vendu du rêve, mais en fin de compte, à partir de novembre, on ne l'a plus revu. Jean-Luc Filzer, salut, c'est parti pour mon interview avec BBH ITV. Bonjour à tous, nouvelle interview dans BBH ITW. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Je voulais l'appeler la voix de l'Alsace. Et oui, c'est vraiment très très important pour moi cette interview-là parce que voilà, j'aime beaucoup le Racing Club de Strasbourg et c'était un honneur et c'est un honneur pour moi de faire cette interview-là. Bonjour Jean-Luc. Salut Bilal. Merci, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tout se passe bien? Tout va bien, il fait froid mais il y a du soleil, il y a match demain donc tout va bien. On est à Dingsheim, c'est le club Ouz. Est-ce que c'est ton club de cœur ou c'est quoi l'histoire avec Dingsheim, Jean-Luc? L'histoire avec Dingsheim elle est très simple, hein. Moi j'habite dans le village depuis un peu plus de 15 ans maintenant et puis comme j'ai toujours détesté le football et les gens qui traitent dans le monde du football, j'ai commencé à jouer ici en super vétéran, donc le vétéran super. Okay. Et puis voilà, comme les gens d'ici sont pas sympas, je suis resté avec eux. Donc entre gens pas sympas. Et puis on fait des tas de choses ici à Dingsheim, c'est un petit village aux portes de Strasbourg. Et je pense que quand on habite dans un petit village comme nous, il est important aussi de faire des choses pour les gens du village. Donc avec les copains du foot, on fait plein de choses et puis on est devenu une vraie bande de potes, c'est ça qui est important. Tout d'abord, peux-tu te présenter, Jean-Luc? Qu'est-ce que tu veux savoir? Jean-Luc Filzer, j'ai 40 ans passés. Je suis effectivement, comme tu l'as dit, la boîte de l'Alsace, on ne l'avait jamais faite, mais c'est plutôt sympa. Speaker du Racing depuis 28 ans maintenant, et ça fait plus de 25 ans que je travaille à la Ligue d'Alsace de foot. On va revenir un peu sur ton parcours, Jean-Luc. Tout d'abord, voilà, ton enfance. Alors j'ai grandi dans le plus beau village du monde, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est un petit village au fin fond de l'Alsace du Nord, il s'appelle Lembach. Et j'ai eu la chance de grandir dans les cuisines d'un restaurant étoilé, 2 étoiles Michelin, Michelin pour ceux qui connaissent. C'est pour ça aussi que je suis très maigre, parce que voilà, j'ai jamais appris les bonnes choses de la vie. Et puis comme dans tous les petits villages, il y avait un club de foot, on a commencé à taper dans le ballon avec les copains. Et puis on était une petite classe à l'époque, donc qui n'était pas nombreux. Et du coup, le Toubib du village à l'époque a créé une section volley. Donc on est tous partis faire du volley. Ce qui fait que j'ai joué pendant plus de 10 ans au volley, à haut niveau, régional, national, etc. Et puis voilà, puis après les études, ça s'enchaîne, etc. Niveau scolarité, donc tu as fait tes études ici, Jean-Luc? Ouais, j'ai fait mes études. Alors je suis mal parti parce que je suis parti en internat. De la 6e à la seconde, puisque j'étais un enfant très très sage et je n'emmerdais jamais personne. Ensuite, je suis parti sur Agno, j'ai fait prépa HEC, puis j'ai vite abandonné parce qu'il fallait bosser 8 jours sur 7, donc c'était juste pas possible. Et après, je me suis orienté vers des études de marketing commerce à l'époque. Et puis très rapidement, j'ai eu la chance de créer avec des copains une petite boîte, on faisait de la formation, on faisait à l'époque des petites vidéos aussi déjà, mais pas avec les moyens d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai eu la chance de participer à la création d'une radio. À l'époque, c'est dans les années 85. Okay. C'était l'année 85. Ça s'appelait Radio Plus à Agno. C'était le boom des radios locales à l'époque que Mitterrand avait mis en place quand il a été élu président. Vous n'étiez pas nés encore à l'époque, les gars? Non. Lui, si. et donc, on a monté cette radio et on s'est éclaté pendant des années et des années à faire des émissions, à faire du direct, à faire des animations dans les villages, etc., sur tout le nord de l'Alsace. Et puis après, il y a eu ce que vous avez la chance de ne pas avoir été obligé de faire, c'est-à-dire le service militaire. Parce qu'à l'époque, on était obligé de faire du service militaire. Et je l'ai repoussé aussi longtemps que j'ai pu, jusqu'au jour où ils m'ont chopé. Et donc, j'étais bien obligé de partir au service militaire. Donc, je suis parti au service militaire. Et puis, à l'époque, le service militaire, ça cassait un petit peu, pour moi, l'élan. Quand tu avais déjà une vie professionnelle, ça cassait un petit peu l'élan. Parce qu'il fallait que tu te consacres en fait à ça. T'avais un an, t'avais pas de choix. Ouais, pendant un an, je sais pas, on va dire que tu gagnais 10 dans ta vie de tous les jours, tu partais à l'armée, tu gagnais 1 et tu fermais ta bouche, quoi. Ouais. Donc c'était comme ça, c'était la loi de l'époque. Et donc quand tu rentres de l'armée, il faut se remettre sur le marché du travail. Ouais. Ce qui fait du coup, je suis rentré dans une société de production vidéo. Ouais. Où pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai bossé à faire des films, des films institutionnels, à travailler avec les chaînes de télé. On a eu la chance d'être le correspondant de Canal à l'époque, de la création de jours de foot. Et c'est comme ça qu'avec cette société, j'ai mis un pied à la mélo. Tu étais un peu dans les médias. Et ton amour pour le Racing, il a commencé quand? Je le dois à celui qui est en train de dormir là-haut. Ou là en bas, je sais pas où ils l'ont mis, mais c'était mon père, qui était footballeur, qui était arbitre de foot, et qui était, comme beaucoup d'Alsaciens,
un supporter et un passionné du Racing. Et quand j'étais sage la semaine, il m'emmenait à la Méno. Ce qui fait que les semaines de match, j'étais souvent beaucoup plus sage que les semaines de pas match. Et avec ses copains, on prenait la voiture et on partait depuis le fin fond de l'Alsace du Nord jusqu'à Strasbourg. Et on se garait juste à côté de la Méno. Donc ça doit dater des années 76-77. J'étais tout gamin, quoi. Je devais avoir une grosse dizaine d'années. Donc tu as connu le Racing champion de France. Ouais, mais je pense que la première fois que je suis allé au Racing, ça va être 76, et puis après 77, un petit peu, et bien évidemment la saison du titre, j'ai pas dû en louper beaucoup des matchs cette année-là, quoi. Et donc, voilà, donc tu l'es toujours, je pense, amoureux du Racing. Ouais, un peu, ouais. Et, le métier donc, de speaker, est-ce que c'était ton rêve dès le début, ou est-ce que c'est le hasard qui t'a emmené vers ce métier-là? D'abord, alors oui, c'est un métier, mais c'est pas tellement un métier, c'est plutôt une profession. Je veux dire, il faut faire le distinguo entre les deux. Ah non, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. C'est un peu, ça m'est tombé dessus par hasard, quoi. Je veux dire, comme je le disais, moi je travaillais pour le Racing avec cette boîte de vidéos. Et puis quand le club a été racheté par le groupe Comac à l'époque, ils ont viré tout le monde, tous les cadres. Ils ont fait l'erreur de virer tout le monde. Et donc ils ont viré le directeur commercial, qui était aussi le speaker du club. Okay. Ce qui fait qu'il fallait trouver quelqu'un. Et la personne qui était en charge de trouver quelqu'un, il me connaissait. Ils avaient testé un mec sur un ou deux matchs. Il s'est fait défoncer, pardon d'être vulgaire. Ouais. Et le gars, il me dit, écoute, faut que tu me dépannes, on est mercredi, on a un match samedi, c'est le PSG qui venait, il faut que tu fasses le match. Et comme j'étais à la fois fournisseur, prestataire, pour le club, j'avais pas tellement de choix que de dire oui. Je dis écoute, je te fais un match et après on oublie. Et après c'est fini. C'était en quelle année? 97. Septembre, j'ai plus la date, je crois que c'était 20, ça se trouve, c'était Racing PSG septembre 97, donc ça peut se trouver sur les réseaux. Ouais. Et en sortant du match, Proisy est venu me voir en me disant je veux que tu restes. Et donc voilà, ça devait être un match, et puis ça fait 28 ans que ça dure, quoi. Tu te rappelles, Jean-Luc, des instructions que tu as eues peut-être avant ce premier match? Est-ce qu'on t'a dit, il faut faire ça, ou est-ce que c'était vraiment spontané? Je ne sais plus si on m'a donné des consignes. Il y a toujours des consignes en Ligue 1, parce que c'est très codifié, le monde pro. Les consignes en elles-mêmes, je ne m'en souvenais pas, j'ai juste dit que je ne voulais pas faire le malin, quoi. J'ai dit Patrice Arquel, qui était donc le prédécesseur, lui, effectivement, il avait l'habitude d'être au milieu de terrain, d'aller vers les supporters. Moi, j'ai dit, je fais tout sauf ça, quoi. Je veux dire, donc je suis resté tranquille dans mon coin, et ils m'ont pas vu, ils m'ont entendu, mais ils m'ont pas vu. Parce que, comme dit, ça devait être un match à la base. Donc je me suis dit, je vais faire discret. Et puis, du coup, le timbre de voix que j'ai correspondait un petit peu à celui qui n'avait pas tout. Et donc, ils ont un peu moins gueulé, les supporters. Ils m'ont pas hué, ils m'ont pas sifflé. Et je pense que c'est ce qui a fait dire à Proisy, tu restes. Mais de ce match-là, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'on en a pris 3. Et que j'ai pas fait le malin, quoi. Donc, voilà. Et tu étais dans, je pense, un premier match, donc tu étais dans un état d'esprit, est-ce que tu étais stressé un peu ou pas? Dans quel état d'esprit tu étais? Alors, j'ai pas de souvenir particulier sur ce match, si tu veux, mais stressé, non, parce que j'ai décidé de rester dans mon coin. Donc, c'est comme si tu parles dans une pièce et puis les gens, ils t'entendent à l'extérieur. Donc, le stress en tant que tel n'était pas vraiment là. Moi, j'avais pris ça comme une pige, comme rendre service au club pour lequel je travaillais déjà, plus qu'autre chose. Donc, si tu veux, voilà, c'était, comme je l'ai dit, ça devait être un one-shot. Donc, un one-shot, tu dis, OK, je le fais, c'est bien, c'est pas bien, c'est un one-shot, quoi. Et après, comment, du coup, ça a continué? Oui, Proisy, qui était président à l'époque, me dit, je veux que tu restes. Donc, on a commencé à travailler avec les équipes comme du Racing pour essayer de monter quelque chose. Tant qu'à faire, j'ai dit, s'il faut le faire, on le fait bien. Donc, on a travaillé sur des avant-matchs, et puis on a installé le truc petit à petit, parce que, comme dit, Patrice Arquel était là depuis 15 ans. Tu ne remplaces pas un mec comme ça, emblématique, du jour au lendemain. Donc, il a fallu prendre son temps, petit à petit. Et puis, c'est comme tout, hein, je veux dire, quand tu apprends une recette en cuisine, la première fois, elle n'est peut-être pas bien réussie. Plus tu la fais, plus elle s'améliore et elle devient encore meilleure. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le Racing, quoi. Ça me fait une bonne transition, Jean-Luc. Comment tu prépares tes matchs? Je les prépare, c'est un rituel, hein. Moi, je suis au stade, au bas mot, un peu plus de 3 heures avant le match. Il faut savoir que ce sont les équipes comme du Racing qui préparent ce qu'on appelle le conducteur. Parce que l'actualité du Racing, au quotidien, moi, je ne la vis pas. Moi, je ne vis pas à la Méno, je ne dors pas à la Méno, je ne mange pas à la Méno. Donc, alors, souvent, on échange par mail avec les équipes quand il y a des choses un peu particulières. Ils m'envoient un roadbook 2 jours avant, donc pour le match de demain, puisqu'à l'heure où on tourne, Montpellier, c'est demain. Donc, je sais déjà ce qui va se passer.
Et j'arrive, Geoffrey et les équipes com me donnent le conducteur, on le retravaille ensemble, on le réécrit, parce que entre écrire et parler, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, et donc je me mets le conducteur dans la tête, je me prépare les animations. Quand il y a des invités comme demain, je vais quand même faire un petit tour sur le net pour savoir qui c'est le mec, parce que c'est quand même toujours intéressant de savoir à qui tu as affaire, pour que s'il s'appelle Bruno, que tu lui dises pas Jean-Philippe, quoi, par exemple, tu vois, enfin, ce genre de choses qui sont importantes. Mais oui, ça se prépare gentiment. Et puis après, c'est du direct, je veux dire, c'est de l'animation, c'est pas. Il y a certes le conducteur, et puis après, il y a tout ce qui se passe autour. Il y a l'énergie, en fait, qu'il y a autour du ça. stade, effectivement. On sait que le Racing Club de Strasbourg n'a pas connu que des bons moments. Il y a eu des moments difficiles, surtout la descente en CFA et ainsi de suite. Comment tu as vécu ces moments-là, Jean-Luc ? Comme tous ceux qui sont morts du Racing. J'ai dit dans tout ce que j'ai. À chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai toujours dit que pour être un speaker d'un club de foot, que ce soit en district, en région ou en Ligue 1, il faut être un vrai supporter du club. Donc, comme tous les supporters, bien évidemment, j'étais triste. Le match de Châteauroux, ça a été une cata. On était tous tristes. Alors, pour beaucoup d'anciens salariés du club, ils perdaient leur boulot, puisque c'était le dépôt de bilan. Pour les supporters, ils perdaient tout. Le club, le fait d'avoir du foot de haut niveau ici, chez nous en Alsace, à Strasbourg. On faisait le yo-yo, Ligue 1, Ligue 2, ok, c'est très bien, mais quand on est tombé en national, on s'est dit zut. Et puis après, du jour au lendemain, tu te retrouves avec plus rien. Donc c'est vrai que c'était difficile à vivre pour moi, comme pour tous les amoureux du Racing, quoi. Est-ce que pour toi, Jean-Luc, animer une rencontre de Ligue 1, est-ce que c'est la même chose qu'animer une rencontre de National ou CFA ? Oui, au Racing, oui. Oui, parce que j'ai tendance à dire, j'ai pas tendance, je dis très clairement qu'avant le dépôt de bilan, on avait 80% de spectateurs et 20% de supporters. C'est-à-dire les gens venaient au Racing, à la Méno, comme s'ils choisissaient un film. Ils choisissaient l'affiche, Paris, Lyon, Marseille, Monaco, etc. Et lorsqu'on s'est cassé les figures, qu'on est tombé en CFA2, ces 80% ne venaient plus. Parce qu'aller voir, en respectant les clubs que je vais citer, Schiltigheim, Lazim, Steinzels, etc., on ne choisit pas l'affiche, on vient voir le club. Et donc ces 20% sont restés et on commençait à grandir d'année en année avec les résultats qui suivaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire qu'on a 80% de supporters et 20% de spectateurs. Et il est vrai que depuis maintenant, ça fait 53 ou 4 matchs qu'on est à guichet fermé, donc c'est pas juste un one shot. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui les gens viennent pour voir le Racing. En fait, c'était un mal pour un bien en fait au final. Avec le recul, oui. Ouais. Je t'aurais pas dit ça en 2011, je crois que c'était. Je t'aurais certainement pas dit ça. Mais aujourd'hui, oui, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que on est reparti de zéro. François Keller a fait un boulot extraordinaire avec Guy, qui est toujours, ils sont toujours là d'ailleurs, les deux au club. Moi, je me souviens d'un samedi matin dans les bureaux de Feu, le centre de formation de l'Académie aujourd'hui. François, à 10 jours du premier match, il avait 5 joueurs, je crois. Donc ils ont fait un boulot extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a vécu, moi, l'année du CFA2, je me rappelle très très bien, parce que c'était une super année. On a tous fait autre chose. J'ai souvenir que cette année-là, j'ai même fait le Père Noël, à la fête de Noël. En fait, il y avait un dépassement de fonction. Complètement. On était tous au service du club. En plus, le gars qui avait racheté le club, c'est un mytho. Enfin, je ne sais plus s'il est toujours, mais il était mytho. Tout ce qui finit en haut, il nous a tous vendu du rêve, mais en fin de compte, à partir de novembre, on ne l'a plus revu. Donc chacun faisait un petit peu plus, mais on était au service d'un club, un peu comme peuvent l'être tous les dirigeants des clubs amateurs. C'est clair. Voilà, donc, et on a vécu une année extraordinaire en CFA2. Après c'est reparti, Marc Keller est arrivé, justement, etc. Quoi. Donc là, on a parlé un peu des moments difficiles. Justement, comment tu as vécu la montée en Ligue 1 du Racing en 2017 ? J'étais très fatigué le lendemain. C'était juste extraordinaire. Parce qu'elle est venue alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Je pense que quand on est remonté en Ligue 2, je me souviens très bien, l'objectif pour tout le monde, c'était on a retrouvé le monde pro, on va maintenant stabiliser. Et puis Marc avait dit à l'époque, on veut monter dans les 3 ans. Par malheur, on monte en la première année. Par malheur, avec et j'ai un souvenir extraordinaire qu'au moment de la remise du bouclier de champion de France de Ligue 2, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, le stade, les supporters qui viennent sur le stade, etc. C'est un souvenir extraordinaire parce qu'une fois de plus, on s'y attendait pas, c'était pas prévu. Ouais. Et quand une bonne nouvelle arrive alors qu'elle n'est pas prévue, tu l'as faite 2 fois plus que si tu sais que le jour de ton mariage, tu sais que tu te maries le 15. Donc tu sais que voilà. Mais si par hasard tu te maries le 14, tu fais doublement la fête parce que c'était pas prévu, quoi. Est-ce que quand
quand tu penses aux années 2011-2012, donc les années difficiles du Racing, est-ce qu'à ce moment-là, tu disais que dans 5-6 ans, on sera en Ligue 1? Non. Non, parce que tu te dis un jour le Racing va retrouver le monde, le haut niveau. Tu penses que voilà, c'est évident. D'autant plus que Marc est arrivé à ce moment-là, Marc est arrivé à ce moment-là avec une structuration. On connaissait la rigueur de Marc qui était déjà au club avant. On savait que ça allait revenir. Mais très honnêtement, je pense que même lui et ses amis associés, comme il les appelle toujours, ils auraient signé tout de suite pour arriver aussi vite, retrouver aussi vite la Ligue 1. Mais tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Tu penses c'est quoi le secret d'une arrivée aussi rapide? Beaucoup de travail de leur part, parce que moi j'y suis pour rien dans l'histoire. Beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, un peu à l'alsacienne, quoi, parce que nous les Alsaciens, on est des travailleurs, on est un peu voilà, un peu carré, et je pense aussi de très bons recrutements. On a eu des joueurs qui sont arrivés, qui étaient bien évidemment inconnus au bataillon, mais qui nous ont fait monter. Et puis à côté de ça aussi, l'accompagnement par le public. Je pense que le public a aussi beaucoup joué. C'est la fidélité aussi. Ouais, on a fait il y a un match en CFA, donc la N2 aujourd'hui, on était à 23 ou 24 000 spectateurs. Moi je me rappelle à cette époque-là que les équipes qui venaient jouer à la Méno, elles étaient très heureuses parce qu'elles allaient jouer pour la première fois dans un grand stade. Et face à 20 000 personnes. Quoi, donc. Ouais, j'ai un souvenir. Deux trucs qui me reviennent du CFA2, c'est le président de l'ASIM, qui est toujours président aujourd'hui, qui est arrivé et qui me dit avec son accent orinois, il me dit jamais j'aurais pensé jouer contre le Racing en championnat sur cette pelouse-là. Et les joueurs de Steinselz, donc c'est dans le fin fond de l'Alsace du Nord, qui venaient de monter à l'époque de DH en CFA2, les mecs qui sont montés le tunnel du stade pour aller sur la pelouse, ils avaient chacun leur téléphone et ils filmaient parce que c'est pour ces gens-là c'est un truc extraordinaire. Même si le Racing était en CFA2 à l'époque, bah, ça restait quand même le Racing. Ouais, c'est clair. C'est quoi le Racing pour toi, Jean-Luc? Si tu devais le décrire en un mot, le Racing, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, ça représente beaucoup de choses. Ça représente un pan de ma vie. Ça représente comment dirais-je, alors un pan de ma vie bien évidemment, mais des expériences et des rencontres extraordinaires. Je pense que ma vie aurait été différente. Enfin, mes 30 dernières années auraient été certainement différentes si je n'avais pas été au Racing. Après, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être fait d'autres choses, peut-être différentes, peut-être plus sympas. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire que mon sang, il n'est pas rouge, il est bleu. C'est pas la première fois que je le dis, il est bleu et blanc. Hein. Tu as connu, Jean-Luc, plusieurs joueurs, plusieurs générations de joueurs. Je sais que c'est une question qui est souvent difficile, mais... Oui, parce que là, tu me traites de vieux, là. Enfin, voilà, non. Mais selon toi, quel est le meilleur joueur de l'histoire du Racing? C'est impossible à dire ça. Parce que j'ai connu des Franck Leboeuf, des Mostovoy à l'époque où je faisais la vidéo pour eux. Ouais. Il y a eu les Gérald Batic, les Guy Varch, les Itelli, il y a eu les Ismaël. Mais si tu devais en choisir les deux. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Parce que je pourrais te dire Dim, parce que c'est Dim. Je pourrais te dire, je sais pas, Jérémy Blaillac. Je pourrais te dire Boutaïb. Je pourrais te dire Gamero. Enfin, je peux t'en citer 25. C'est vrai. Mais je suis incapable d'en sortir deux parce que des Wenzel, des Cassard, des Cédric Canté, j'aurais pas dû commencer parce que voilà, c'est impossible pour moi de... J'ai toujours dit que lorsqu'un joueur arrive au Racing, il fait partie de la famille, donc c'est un mec bien. C'est vrai. Voilà. Donc, une anecdote à nous raconter, Jean-Luc, durant ta carrière? Alors il y en aurait 50, là aussi, c'est marrant, il y en a 50, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'était à l'époque on jouait la Coupe d'Europe contre le Grand Milan de Capello, et à l'époque George Weah, Mr. George, comme il disait, était pas sûr de jouer. Et puis je le voyais jouer tout seul avec la balle, pied droit, pied gauche. Et puis j'ai dit give me the ball, I give you back. Et puis on a commencé à jouer. Et puis il me la demandait plus loin, etc., etc. Et je pense que j'ai dû jouer au foot un gros quart d'heure avec George Weah. Et à la fin, il me tape dans la main, il me dit je te donne mon maillot à la fin du match. Et je vois Capello comme ça, qui rigolait même pas quand il se brûlait. Et puis je lui dis t'as vu mon pied gauche? Et là j'ai réussi à lui arracher un petit sourire. Tout ça pour dire que George Weah est quand même devenu président de son pays après. Oui, aujourd'hui, je peux dire que je jouais au foot avec un chef d'État. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est pas mal. Et puis c'était Mr. George, quoi. C'était il était Ballon d'Or en plus en 84. Ouais, c'était un super joueur. Et un mec d'une simplicité. Puis effectivement, il est rentré en cours de match, je crois. Et à la fin, il me cherchait, il m'a donné son maillot, quoi. Ils ont gagné Je sais plus. Non, je crois que 2-1, un truc comme ça. 2-1. Ouais, moi, les chiffres, c'est pas trop mon truc, mais ça se trouve aussi sur les réseaux. C'est clair. Donc ça reste, voilà, c'est l'un des... C'est un souvenir, mais il y en a plein d'autres. Un moment inoubliable, allez.
Ouais, des moments inoubliables, il y en a 50, il y en a 100, il y en a 2 par saison. Donc, si tu veux, ça en fait beaucoup. Mais t'as la coupe la Coupe de la Ligue au Stade de France, t'as à Lille, t'as la montée, les différentes montées. T'as le match de Metz avec Jean-Pierre Papin, où on a attendu que les supporters messins soient à Sarreguemines pour pouvoir ouvrir le stade. Tu as le coup franc de Nîmes, 90 plus 4. Enfin, je sais pas, il y en a 50, quoi. Selon toi, Jean-Luc, est-ce que l'ambiance dans les stades maintenant, elle a évolué au fil des années? Ou est-ce qu'elle est restée la même? C'est comme dans tous les stades. Je pense qu'il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe en France. Tu vas dans des clubs historiques avec un public historiquement fort, ça marche toujours bien. Lens, Marseille, même Paris maintenant, ça bouge bien. Mais Strasbourg est aussi un stade où il y a toujours eu une forte ambiance. Les clubs qui ont une bonne ambiance, ils l'ont toujours. On a Montpellier demain, j'adore Montpellier, mais c'est vrai que l'ambiance à Montpellier, voilà, c'est pas ça. À Reims, c'est pas top. Enfin, de mémoire. Mais bon, tu vas à Lens, moi j'ai vécu un Lens-Strasbourg. Waouh, il faut y aller. Faut aller là-bas. Avec des batailles de supporters en avant-match. Il faut pas oublier que le foot, c'est pas la guerre, quoi. Je veux dire, on est ennemis, entre guillemets, pendant 2 fois 45 minutes. Ça reste quand même toujours dans un bon esprit. Et c'est ce qui fait bien, c'est ce qui est bien dans le monde du foot. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut vivre. Moi, on peut aller plus loin que le championnat de France. Si tu as eu la chance de vivre une Coupe du Monde, moi j'ai vécu le France-Brésil en Allemagne, je suis parti avec un maillot d'un Brésilien, que je connais l'IDA dans l'IDA. Il a pris mon maillot de l'équipe de France, puis j'étais le seul, le Brésilien, à sauter dans tous les sens, parce que Zizou, il avait marqué un but de la tête magnifique, quoi. Voilà, c'est ça le foot. Et tu le vois aussi sur les terrains chez nous, en district en Alsace. Ok, pendant 1h30, tu es ennemi, entre guillemets, tu es adversaire, puis après tu te retrouves au Clubhouse, là où on est aujourd'hui. Pour toi, Jean-Luc, là, tu nous as parlé de pas mal d'ambiance dans des stades, à part la mélo. Selon toi, c'est quoi la meilleure ambiance que celle que tu as vécue? Je parlais de Lens, c'est extraordinaire. Marseille, c'est extraordinaire. Après, il y a très 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 longtemps, je ne sais plus quelle année, vous n'étiez toujours pas né, j'étais au Maracana, il y avait 220 000 personnes à l'époque, pour un match Boca Junior contre je ne sais plus qui. Truc de fou. Le New Camp, c'est extraordinaire. Camp Nou, ouais. Ou Camp Nou, mais dans le sens que tu veux. Mais il y a plein de stades où il y a des bonnes ambiances. Je veux dire, Et au final, voilà, si le plus important, c'est que ça se passe bien, que tout le monde s'entende. Ouais, comme tu as dit, Jean-Luc, c'est qu'à la fin, on est tous ensemble. Strasbourg-Lens, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que vous y arrivez un peu en avance, justement, parce que je pense que ce soit une Coupe du Monde ou que ce soit un match comme ça, il ne faut pas y arriver 10 minutes avant le match. Il faut y arriver 4-5 heures avant pour vivre l'avant-match, partager des choses, rencontrer des gens, échanger. Où les mecs, effectivement, ils s'échangeaient les maillots, les écharpes. C'est ça aussi l'esprit foot. C'est-à-dire, et puis, coup d'envoi du match, je t'aime plus. Enfin, du match, je t'aime de nouveau. Il y a plein il y a plein de choses qu'on peut faire autour d'un match de football, parce que le foot est quand même un sport qui rassemble toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles. Une fois que le mec il met son maillot de l'équipe, tu ne sais pas s'il est ouvrier, cadre, chef d'entreprise, chômeur, tu ne sais pas ce qu'il est. Il est supporter de son club. Tu sens que peut-être toi, Jean-Luc, au fil des années, est-ce qu'il y a plus de violence dans les stades ou Mais 99,9% des gens qui vont dans un stade sont des gens qui viennent voir un match de foot, c'est des supporters. Et tu as quelques illuminés qui se disent, il y a du monde, je vais castagner, je vais... Voilà. Malheureusement, c'est une infime du bruit, quoi. Oui, on parle plus d'eux que de la majorité. En Alsace, il y a 60 000 matchs par an, d'accord? Ouais. En Alsace, 60 000 matchs par an. Il y a moins de 2% de ces rencontres-là où il y a des problèmes. Mais par contre, ça remplit les pages des journaux. Tu prends la presse people, il est plus intéressant de dire machin a divorcé bidule ou bidule a trompé machin que de dire machin et bidule ils sont heureux, quoi. Voilà. C'est un peu dommage parce que ça ternit l'image du foot. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, moi, il y a un proverbe en alsacien qui dit ce que tu n'as pas entre les mains, tu ne peux pas le tenir, quoi. Donc c'est comme ça. On a parlé beaucoup foot, Jean-Luc. Maintenant, on va revenir un peu sur le cœur de ce projet-là. Quel est ton avis sur la nouvelle génération? Moi, je dis qu'il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas se dire de mon temps, c'était mieux parce que voilà, j'ai 40 ans passés, un peu beaucoup plus que ça. Il faut essayer de s'adapter à son temps. Mais je pense que la nouvelle génération, elle a plein de choses à prouver, d'une part, mais elle a plein de qualités. Aujourd'hui, moi j'ai un problème avec mon téléphone, je le donne à un gamin de 12 ans, il va me le régler mon problème, alors que moi je vais passer 15 jours à trouver... Voilà. Moi j'ai confiance en cette nouvelle génération qui arrive, mais je pense qu'il faut que nous, les moins jeunes,
Moi, je le vois chez moi au boulot, on a des services civiques, on a des alternants. Arrête d'envoyer des mails et des textos, prends ton téléphone et appelle les gens. Je veux dire, c'est... Le contact humain, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, discuter avec un ordinateur, il va te répondre, parce qu'aujourd'hui, voilà, il répond, mais il va pas faire le boulot à ta place, quoi. Donc, je pense qu'il y a énormément de potentiel, moi je le vois, on a plein de jeunes, ce qui permet aussi à des mecs comme moi de rester un peu jeunes et dans la tête et dans la manière de Tu faire. gardes ce lien, en fait, avec C'est hyper important. Bien sûr. C'est hyper important. Et si tu avais un conseil à leur donner? C'est un conseil d'un vieux schnock, c'est-à-dire bosse à l'école, quel que soit le métier que tu fais, mais y de la passion et de l'envie, que tu veux faire boucher, boulanger ou ingénieur, il faut y mettre la même intensité, la même façon de bien faire les choses. On le voit d'ailleurs, l'artisanat prend de plus en plus de place, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer dans ces métiers-là, et ils ont raison parce que c'est là qu'on va gagner de l'argent. Il va toujours falloir des bouchers, des boulangers, des artisans, des couvreurs, des maçons, et je ne sais trop quoi. Et que je pense que ces gens-là, d'ici quelques années, vont gagner beaucoup plus d'argent que le mec qui a bac plus 25 et qui va se retrouver derrière un bureau à tapoter sur son ordi. Il faut le faire avec envie et passion et bosser, quoi. On arrive à la fin, cette belle interview, Jean-Luc. Déjà. Ouais, déjà. Est-ce que tu as aimé cette interview-là? Ouais, c'était sympa, ça change un petit peu. Ouais. Ça change un petit peu du côté un peu psychorigide de certaines interviews. Un mot pour les supporters du Racing, à la fin. Bah, continuer à bouger et puis vivement la saison prochaine parce que ce quart d'heure, moi, bien évidemment, je discute beaucoup. On explique un avec peu eux. ce quart d'heure, ce qui s'est passé, parce que peut-être les gens, ils ont Ah oui, plus vas-y. la ref. Il y a une partie des supporters qui disent qu'ils sont contre la multipropriété, puisqu'aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg appartient à un groupe qui s'appelle Blueco, et ce même groupe détient un club qui s'appelle Chelsea. Donc il détient 2 clubs. Et certaines personnes disent c'est pas bien. On a un football, on va pas rentrer dans les détails, sinon on en a pour 2 heures. Et pour lui s'insurger contre ça, pendant les 15 premières minutes du match, ils lancent pas les chants, ils n'encouragent pas. Donc moi j'ai envie de leur dire, alors tout le monde peut le faire, d'ailleurs contre le dernier match contre Lille, on l'a entendu, ça a commencé un petit peu à bouger. Moi je respecte tout le monde, ceux qui veulent pas chanter, ils chantent pas, ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Nous on chante pas, mais les autres chantaient. Donc moi ce que tout le monde aimerait, moi je respecte ceux qui chantent pas, mais j'ai envie que ce stade redevienne ce qu'il a été. Et je pense que les travaux, ils sont aussi pour beaucoup. Je pense que c'est pour ça que je dis vivement l'année prochaine, parce que la tribune sud sera fermée, sera terminée. On aura de nouveau un stade fermé, avec certes des travaux un peu partout, mais ça casse l'ambiance. Cette année, c'est moins drôle que les autres années, mais c'est comme ça. En même temps, tu peux pas faire une omelette si tu casses pas des œufs. Et là, ils sont en train de casser des œufs pour nous faire une très 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 belle omelette. Le stade va être magnifique, pour ceux qui ont vu les maquettes, les images en 3D, les travaux avancent vite, bien. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux supporters du Racing, c'est continuer à supporter le Racing Club de Strasbourg plus que jamais. C'est beau, voilà, le message. Merci. De rien. Non, mais c'est vrai, c'est ta phrase. on peut la faire, parce que c'est toi souvent qui dis merci. Voilà. En général, c'est moi qui dis merci. Voilà. Et comme tu dis merci, c'est moi qui dis de rien. Non, allez, on l'a fait. Tu dis merci. Merci. De rien. Merci à vous de nous avoir regardés. Et on se retrouve à la prochaine interview. Merci beaucoup. Ciao.